commençons cette grande journée RH et transformation numérique en attaquant l'après-midi par une table ronde sur le thème de l'onboarding. Florie, toi qui es recruteuse chez Hippon Technologies, lorsqu'on s'est rencontrés il y a 6 mois pour préparer ce projet sur l'onboarding, et que nous avons choisi spécialement de parler de ça, tu m'as fait part de chiffres vraiment effarants sur l'impact d'un onboarding raté. Onboarding, parcours d'intégration. Oui, en effet, Claire, c'est exact. Un chiffre qui m'a vraiment interpellée, c'est 20% des collaborateurs savent dès leur premier jour qu'ils démissionneront. Donc, c'est dingue. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour diminuer ce chiffre. Et c'est un taux qu'on peut même pousser jusqu'à 45%, puisqu'on constate 45% des démissions qui ont lieu la première année. Et donc, forcément, ça a un coût et un impact financier. Et donc, c'est 7 000 € que représente un onboarding raté, ce qui est quand même énorme. Donc ça, ce coût, il intègre les coûts du recrutement, les coûts de formation, d'accueil du collaborateur, moyenne, cadre, non cadre. De plus, pour rester côté entreprise, on a pu observer dans ces chiffres que 82% des entreprises ne se sentent pas prêtes le jour de l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Donc, aucune anticipation qui a été effectuée en amont. Dommage. Et enfin, un dernier chiffre qui nous a marqué à toutes les deux, c'est 6 à 8 mois, c'est le temps moyen pour qu'un salarié soit opérationnel. D'où peut-être l'intérêt d'avoir un onboarding outillé, mais ça, nos invités nous en parleront tout à l'heure. Donc, juste avant de passer la main aux invités, on va faire un petit tour de table, en commençant par toi, Claire, qui a fait donc de nombreux recrutements sous ta casquette de responsable des opérations et qui est sensible sur ce sujet. En effet, j'y suis sensible. J'ai recruté environ une vingtaine de collaborateurs ces 4 dernières années. C'est donc un sujet qui me tient à cœur. Et en plus, je suis absolument convaincue que la première clé d'engagement d'un salarié, c'est toute l'attention que l'entreprise va lui donner pendant son intégration. Et je pense que c'est aussi l'avis de nos invités. On a réuni autour de cette table ronde un panel autant salariés, collaborateurs que professionnels des ressources humaines. Julien, alors en plus, la coïncidence, Julien, fait qu'aujourd'hui, grâce finalement à cet événement, tu rencontres pour la première fois physiquement Lynn Dastien de Linman & Associés, qui est dirigeante donc, du cabinet Linman et qui t'a recruté pour Ultima Display. Exactement, attends, oui. Julien Chabert, donc je suis directeur financier maintenant depuis quelques mois dans la société Ultima Displays. Comme vous venez de le souligner à juste titre, oui, je rencontre pour la première fois en fait donc la personne qui m'a recruté, donc c'est plutôt intéressant et ça vient en plus souligner un petit peu plus l'utilité en fait des outils, mais également aussi peut-être leurs limites, mais on reviendra dessus après, je pense. Voilà. Merci Julien. Nathalie. Oui, bonjour. Donc, je suis Nathalie Touzé, je suis responsable du département formation chez iAdvise. Et je suis notamment en charge de l'onboarding, donc on va pouvoir discuter de ça juste après. Elisa. Bonjour, donc Elisa Bonito, moi je suis responsable marketing digital et expérience client chez Manitou, que j'ai rejoint ce poste le 17 mars, donc un jour que je n'oublierai jamais. Voilà. Manon. Bonjour à tous, donc Manon Sylvain, je suis la directrice des ressources humaines de Lucas, éditeur de logiciels. Ça va faire 3 ans maintenant que je suis chez Lucas. Et donc avec beaucoup de recrutement tous les ans, donc pas mal de onboarding à gérer aussi. Et enfin Chloé. Et donc bonjour Chloé, donc je suis proxy RH chez RCA depuis 2 ans et donc je m'occupe avec 2 de mes collègues de l'onboarding quotidien des effectifs aussi. Est-ce que tu peux juste préciser proxy RH? Alors, je suis plus spécifiquement rattachée à une population qui est de 70 personnes dans l'entreprise, surtout sur les profils techniques, les développeurs, les PO, les PPO, enfin toute l'équipe qui s'occupe du développement d'un de nos logiciels au quotidien. D'accord. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par Elisa, Julien. Donc, vous avez tous les deux débuté un nouveau poste en plein confinement. C'est complètement inédit. Qu'est-ce qui vous a interpellé pendant votre parcours d'intégration dans un tel contexte? En fait, on prend le prétexte du confinement pour que vous nous racontiez votre onboarding. Et est-ce qu'on pourrait dire avec facilité que le digital est forcément devenu votre meilleur allié sur cette période-là? Je vais me lancer.
avant déjà de parler en fait de la période d'intégration. Est-ce que tu peux coller Oui. le micro à Avant ton de parler de menton? la période d'intégration, moi j'aimerais donc revenir très rapidement et succinctement donc sur le recrutement en tant que tel. Donc déjà, oui, moi ça m'a permis quand même d'aller extrêmement vite. Hein. Il faut se dire en fait que la structure dans laquelle je suis, on a également un actionnariat UK. En 2 semaines et demie, on avait bouclé le recrutement avec la rencontre cabinet de recrutement, DG, actionnaire, plus négociation. Hein. Tout ça donc fait en ligne. Donc oui, moi j'ai envie de vous dire que c'est certain que actuellement, si je passe à côté d'un outil comme ça, j'ai rien compris. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la première des choses. Quand nécessité fait loi, comme je dis. Bon, après, la période d'intégration en tant que telle, il y aura une autre question un petit peu après, mais c'est de se dire, oui, effectivement, ça a permis en fait quand même un petit peu de s'intégrer, tout ceci et tout. Je pense tout de même qu'il faut avoir une dose des deux, un petit peu, c'est de rencontrer quand même les personnes physiquement. Mais on voit un petit peu que c'est une période qui a créé beaucoup d'anxiété pour certains collaborateurs, entre autres, et que bon, le business doit quand même continuer à être là. Donc effectivement, ces outils nous ont permis, enfin en tout cas à moi, en tout cas c'est certain, de pouvoir travailler à distance avec mes équipes, de continuer aussi à faire des choses assez simples, des reportings à mon groupe, et aussi dans des informations financières très importantes, beaucoup plus régulières, et de travailler justement avec mes équipes à distance, et donc de continuer à créer ce lien dans une période aussi atypique. Donc oui, je dirais que dans cette situation, c'est indispensable. Je ne sais pas par la suite s'il faudra être tout dans le 100% numérique, mais il est certain qu'on va travailler en fait avec d'autres aspects. Les outils qui se sont mis en place me donnent quand même l'impression en fait qu'on tend vers cette trajectoire et qu'il ne faudra pas passer à côté, ça c'est certain. Et personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Voilà. Elisa? Alors je vais compléter, je pense qu'aussi le digital a sauvé mon intégration. J'ai envie aussi de profiter de ce moment de partage pour parler de la préparation d'un onboarding en intégrant les fonctions RH, bien évidemment, et la DSI au sein d'un groupe, puisque moi, pour la petite anecdote, le 17 mars, donc le jour du confinement, à midi, où nous devions rester chez nous, j'ai pu aller récupérer donc l'ensemble de mon matériel nécessaire à un travail correct et dans des bonnes conditions. Ça, c'est aussi important dans toute cette phase qui a été la nôtre, hein, de pouvoir télétravailler, d'accéder à l'ensemble des outils, là en l'occurrence, que le groupe Manitou mettait à notre disposition. Et donc important de bien souligner le fait qu'un onboarding, c'est à la fois intégrer l'humain, intégrer aussi le matériel dont il a besoin pour pouvoir correctement travailler à distance et s'assurer qu'il y ait aussi une bonne connexion tout au long du travail à distance. Et en tout cas, lors de ce confinement et de ce début de prise de poste me concernant, ça a été le cas. Donc j'ai pu récupérer l'ensemble du matériel et puis ensuite pouvoir, en toute autonomie, puisque c'est ça aussi qu'a apporté le digital, en tout cas sur mon onboarding, naviguer, découvrir des documents, tout ce qui était dans la bibliothèque mise à disposition de tout collaborateur, tout salarié. Donc ça, c'était un point aussi important. Je pense que c'est la préparation et en tout cas la mise à disposition des outils qu'utilise une grande société, que ce soit au niveau, là, concernant Manitou, on est à l'international aussi, donc il faut aussi prendre en compte ce besoin d'avoir le même niveau d'accès aux outils pour l'ensemble des collaborateurs. Donc le digital... Tu peux citer les outils, c'est pas de... Là, c'est un intranet qui permet déjà d'avoir, ouais, ne serait-ce qu'un portail qui nous permette d'accéder à l'ensemble des outils disponibles au niveau du groupe. Après, moi, ce qui a été important aussi dans le cadre de mon intégration, ça a été, comme Julien le souligne, un moment de dire stop, trop d'outils, et de finalement peut-être s'y perdre dans une bibliothèque importante de données, de savoir où on doit tout assimiler. Et donc là on revient à du contact humain avec son manager, avec moi aussi des équipes que j'avais à accueillir, ou en tout cas plutôt elle qui m'accueillait dans mon nouveau poste aussi de manager, et donc de s'assurer qu'on puisse mixer les moments de prise de connaissance en autonomie avec des moments d'interaction en réunion, et de bien préparer aussi ces réunions en amont pour pouvoir être efficace donc avec les collaborateurs. Donc ça a été vraiment moi aussi un moment, une limite où j'ai besoin de prendre contact avec des personnes que je n'avais jamais rencontrées pour mieux connaître aussi les interactions de mon service au sein de l'entreprise.
Donc le digital a bien évidemment aidé, boosté cet onboarding, mais on voit aussi les limites qu'on peut y trouver dans un bon mélange et un bon mix des deux. Oui, il ne faut pas qu'il y ait de surabondance, il faut qu'on conserve la structure, un plan structuré d'intégration. Tout à fait. Et donc, vous, Manon et Nathalie, donc, dans vos sociétés respectives, Luca et iAdvise, le digital est totalement et pleinement assumé dans votre onboarding, dans le parcours d'intégration que vous faites suivre à vos nouveaux collaborateurs. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner tout simplement les étapes clés à ne pas louper et surtout aussi nous dire quelle est la place que vous mettez dans cet outil digital que vous utilisez? Je me lance. Oui, effectivement. Donc, chez iAdvise, on assume totalement le digital. Par contre, je rejoins tout à fait, il n'y a pas que du digital. Pour nous, l'intégration, l'onboarding, c'est vraiment un moment où on va acquérir de nombreuses connaissances, mais c'est également un moment, en tout cas, ça fait partie de notre objectif d'onboarding. Il faut être capable de comprendre ce que la société fait et le rôle que le futur employé, que l'employé doit avoir dans cette compagnie. Donc, on va vraiment assumer le digital sur la partie où on va transmettre les connaissances et essayer de travailler sur ce qu'on appelle du quality time. On trouve ça aussi quand on est parent, mais c'est un peu ça, c'est se dire toute la transmission de connaissances sur des choses qui ne vont pas bouger trop rapidement dans notre société vont pouvoir se faire de manière structurée dans un ordre qu'on va proposer à nos nouveaux collaborateurs. Par contre, on va garder très régulièrement des rencontres avec l'équipe, avec le manager et avec toutes les personnes clés en fait, de l'entreprise. Donc c'est vraiment pour nous assumer, mais mixer de manière très forte, à la fois pour nos équipes qui travaillent au siège, donc qui est à Nantes, mais également sur nos équipes distantes qui vont être à Paris, aux US, au UK, en Allemagne. Donc voilà, pour nous, finalement, le digital était presque obligatoire, puisqu'on a beaucoup de personnes qui arrivent de l'étranger, mais il est nécessaire de le combler avec, dans chacun des bureaux, des moments clés avec les personnes qui vont pouvoir aider nos nouveaux collaborateurs à s'intégrer aussi humainement et pas que sur le savoir. Après, je vous rejoins également, pour nous, en tout cas, quand moi j'ai repris depuis presque 3 ans chez iAdvise l'onboarding, la première chose à laquelle je me suis attaquée, c'est la préparation. Avoir un ordinateur prêt, avec tous les outils prêts, avoir des badges qui fonctionnent pour rentrer. Ça paraît évident, mais pour moi, c'est obligatoire. Ça ne peut pas ne pas arriver, parce que ça permet à la fois à l'entreprise d'être prête, d'être préparée, mais aussi aux collaborateurs, aux nouveaux collaborateurs, de se rendre compte de l'importance qu'il a pour nous. Et ça fait, finalement, c'est la première étape pour se dire, je n'ai pas envie que ce soir, il me dise qu'il va démissionner dans l'année. C'est vraiment aussi ça, c'est de se dire, allons travailler l'expérience employée. Chez iAdvise, on travaille forcément énormément l'expérience client, parce que ça fait partie de notre ADN. Donc, renvoyons-nous un peu le miroir et disons-nous, nos clients, c'est nos collaborateurs. Si moi j'arrive et que je n'ai pas d'ordinateur et que personne m'attend, ça fait une très mauvaise expérience employée. Donc voilà, on va vraiment travailler le digital en parallèle avec l'humain et l'attention qu'on va porter à nos collaborateurs. Voilà. Du coup, juste pour terminer, on travaille beaucoup en promotion, encore une fois pour, on va dire, multiplier cette intégration aussi avec les autres personnes de l'entreprise. On essaye de travailler avec le département RH quand c'est possible, à avoir des dates communes d'arrivée pour s'assurer qu'il y ait 2, parfois 10 personnes qui arrivent le même jour et donc optimiser les coûts de notre onboarding parce qu'on va travailler des interventions où il y aura plus de monde. Donc du coup, ça réduit nos coûts, mais également ça permet aux nouvelles employés de se sentir moins seuls et de connaître déjà des personnes d'autres services dans l'entreprise. Merci. Manon ? Pour un peu compléter ta réponse qui est déjà très, très complète. Donc, de notre côté, pour que vous ayez un peu les chiffres, on recrute à peu près 80 personnes par an. Donc pareil, je te rejoins sur la notion de promo qui permet justement de mieux anticiper et mieux cadrer un petit peu ce process de onboarding. Donc nous, le onboarding chez nous, il commence dès le recrutement, puisque à ce moment-là, on a nous une étape qui permet aux candidats de rencontrer à peu près une dizaine de salariés Luca. Donc ça permet déjà de commencer à s'imprégner de la culture, de l'ADN, du fonctionnement de Luca. Et donc ensuite, bien sûr, on est un éditeur de logiciels, donc la dématérialisation et le digital, ça fait partie de notre culture.
Donc, une fois que le candidat est recruté, chez nous, la plupart du process de onboarding va être fait en ligne grâce à nos outils. Donc, tous les aspects vraiment purement administratifs du process de onboarding chez nous, c'est complètement dématérialisé. Donc, le candidat, une fois qu'il a été recruté chez nous, va recevoir un lien pour accéder à nos outils. Il va pouvoir directement alimenter son dossier RH, joindre toutes les pièces qui sont nécessaires pour pouvoir ensuite être intégré à la société. Et en parallèle de ça, donc, notre outil va générer des certains nombres de tâches qui vont être envoyées aux différents interlocuteurs chez Lucas. Donc le service IT, le manager, les autres collègues avec qui le salarié va avoir des relations. Et donc, qui vont permettre de pouvoir anticiper tout ce qui va être, tu le disais, préparation du PC, toutes les tâches comme ça qui paraissent anodines, mais qui sont essentielles. Parce qu'aujourd'hui, je suis encore étonnée de voir dans des rapports d'étonnement des salariés chez nous qui nous disent que c'est la première fois qu'ils ont tout le matériel qui est prêt sur leur bureau. Alors, pour moi, c'était quelque chose qui était relativement acquis, mais c'est vrai qu'on voit que ça étonne encore des collaborateurs. Donc voilà, l'idée, c'est que un petit peu tous ces sujets, le contrat aussi qui chez nous est complètement dématérialisé, toutes ces tâches sont anticipées avant l'arrivée du collaborateur, ce qui fait que quand il arrive chez nous, tout est prêt, il se consacre vraiment à la formation, vraiment à l'acquisition des compétences liées à son métier, s'imprégner aussi de la culture de l'entreprise. Chez nous, elle est assez forte, on a plein de spécificités. Donc vraiment, l'idée, c'est que sur les premières semaines, voire les premiers mois, chez nous, le onboarding s'étale jusqu'à 4 mois, le collaborateur puisse se concentrer vraiment là-dessus, rencontrer les équipes, faire donc nous on appelle ça des rallyes, mais en général, c'est plutôt des vie ma vie qu'on rencontre dans d'autres entreprises. Aller s'imprégner des rituels. On a aussi c'est important pour nous que la personne rencontre toutes les équipes. Le premier jour, le nouveau salarié a un rendez-vous avec le président, le PDG chez nous, qui lui parle un petit peu de l'histoire de la société et lui donne de la visibilité. Donc voilà, c'est aussi un mix entre le digital qui permet de gérer tous les processus plus administratifs et logistiques, et le physique, l'humain pour les rencontres, la formation, la montée en compétences. On peut même dire que l'outil digital, là, dans votre cas, c'est lui qui permet d'être tutorant, qui construit le squelette de la démarche que vous avez pu anticiper bien avant, puisqu'il y a cet outil sur lequel vous reposez. Et après, on se concentre totalement sur l'humain. Oui, c'est ça. En fait, l'outil permet de piloter les grandes lignes du processus. Ouais. Mais derrière, c'est vrai que après, que ce soit de notre côté ou du côté du nouveau collaborateur, on se concentre vraiment sur l'imprégnation de la culture, les rencontres avec les autres équipes, et on n'est pas forcément pollué par des marches à faire qu'on doit faire quand on intègre une société. Mais tu as bien résumé, effectivement. Ok, merci. Donc, les étapes clés d'un onboarding est quand même sont très, très importants. Et le digital ne fait pas tout, c'est ce que vous dites dans vos rex respectifs. Moi, je voulais reprendre un petit peu, en fin de compte, le pourquoi vous avez mis en place l'onboarding au sein de vos différentes structures, d'IODVAS, Lucas et RCA. Qui en a eu, on va dire, la charge? Comment, en fin de compte, vous avez challengé les personnes concernées et surtout votre direction aussi, comment elle a accepté, et puis pourquoi vous avez souhaité mettre en place un processus aussi bien timé sur le parcours d'intégration? Chloé? Donc chez RCA, le onboarding a été repensé il y a à peu près 2 ans. Alors on n'est pas complètement digitalisé comme peuvent l'être les 2 sociétés qu'on vient d'entendre. On a dû, pendant le confinement, effectivement un peu plus digitaliser les process, mais ce n'était pas quelque chose qui était pensé de la sorte. On y viendra certainement parce qu'on est aussi amené à recruter de plus en plus de personnes et que les effectifs s'accroissent rapidement et que forcément ça va aussi permettre du gain de temps et puis d'harmoniser aussi peut-être certains process. Le onboarding chez nous, il est porté par différents services. C'est la direction qui l'a poussé au départ, qui nous a challengé, nous, côté RH, et au niveau de notre équipe de communication interne, le service RH est joint avec l'équipe de com interne chez nous. Donc on est 5 personnes, enfin 6 actuellement
à s'occuper vraiment de ces missions-là. Donc on a vraiment eu un travail conjoint avec ces deux services, mais qui en forment qu'un quand même chez nous. Juste pour qu'on ait un peu de métriques, c'est combien de recrutements environ par an pour Axia ? En 2 ans, on a à peu près doublé les effectifs. Ah Aujourd'hui, on est 150 personnes et il y a, entre 2018 et 2020, il y a eu à peu près 70 personnes qui sont arrivées effectivement. Donc ça a été effectivement assez conséquent. Et le onboarding, justement, il a été là, il a été mis en place et vraiment acté dans les process à ce moment-là pour ne pas perdre la culture d'entreprise qui faisait l'image de RCA et ce pourquoi aussi les gens restent depuis de nombreuses années chez nous. On a une culture avec un très faible taux de turnover, donc c'était aussi important pour nous de préserver les plus anciens, qu'eux s'y retrouvent et que dans les nouveaux arrivants, ils puissent bien s'immiscer dans la vie de l'entreprise, dans tous les process et comprendre aussi les petits rouages du quotidien. Ouais. Donc c'est pour ça que c'était vraiment un process qui a été travaillé par différents services. Donc le service IT intervient effectivement beaucoup, le service com beaucoup, notamment sur des moments clés de l'onboarding. On va avoir le service qu'on appelle nous accueil avec toute la présentation du quotidien, des petits services. Enfin, on a ce qu'on appelle les services plus chez nous. Donc, c'est des services qui sont offerts aux collaborateurs au quotidien. Mais c'est important que tout le monde en ait conscience dès le départ et qu'on ne les oublie pas finalement pour les nouveaux arrivants. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui sont intervenues dans le process de recrutement et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plutôt bien huilé. Au niveau des outils, c'est évident que oui, les outils sont prêts quand quelqu'un arrive chez nous. Enfin, c'est pareil, ça nous paraît un peu aberrant, mais pourtant on l'entend toujours. Donc, preuve que ce n'est pas forcément le cas partout. Mais c'était important qu'on ait un process qui n'oublie pas complètement les valeurs d'avant et qui permette vraiment aux nouveaux arrivants de s'imprégner de la culture et de l'ADN qui fait la force de l'entreprise aujourd'hui. Et comment vous avez fait pour faire adhérer la direction ? Parce que la direction, comme ils étaient sponsors au début, donc ça a été finalement assez facile de les inclure dedans. Ils y croient beaucoup, ils attachent beaucoup d'importance à ça parce que c'est une entreprise plutôt familiale à la base, même si aujourd'hui on est 150 personnes, on ne peut plus le considérer vraiment comme ça, mais ils sont toujours très très en proximité des collaborateurs, ils sont très imprégnés dans ce processus-là, ils s'attachent typiquement, on a des outils aussi type Workplace, donc le Facebook entreprise, qui nous permettent notamment avec un trombinoscope à jour, avec une photo, avec des messages qui sont mis en amont de l'arrivée de la personne, avec une photo qui est mise le jour de l'arrivée, de bien garder le lien et que dès qu'ils croisent cette nouvelle personne-là, ils savent qui c'est, ils l'appellent par son prénom, on a un petit message le jour de notre anniversaire. Enfin, c'est des points comme ça qui sont importants, mais qui peuvent surprendre et qui font très plaisir, en tout cas quand c'est au quotidien vécu comme ça. Ok, merci. Manon, un petit mot sur la genèse de l'onboarding chez Luca. L'origine des origines. Voilà. Oui, alors sur l'adhésion à la direction générale, forcément, nous, ça a plutôt été d'ailleurs porté par la direction générale à la base. Donc, pratiquement depuis les débuts de Luca, c'est un process qui est très carré, qui a été très vite formalisé. Et donc, tous les ans qu'on essaye d'améliorer, notamment via les retours des nouveaux collaborateurs qu'on fait avec les rapports d'étonnement. Mais donc, l'idée, c'est de comment a-t-on pensé ce parcours d'intégration ? L'idée de notre côté, ça a été de vraiment gagner du temps, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a aussi conscience que c'est la première image après le recrutement que le candidat voit de l'entreprise. Donc l'idée, ça a été de vraiment professionnaliser ce process, le rendre agréable pour le collaborateur aussi, ne pas tomber dans le piège de la surmultiplication des tâches, parce que c'est un peu aussi le piège au début, surtout quand on a des outils qui automatisent, on a envie de mettre plein de tâches, de faire plein de choses. Donc ça, c'est un peu les pièges dans lesquels on est tombé au début et maintenant qu'on a su un petit peu harmoniser. Voilà, donc quelque chose qui est assez professionnel, mais tout en restant simple et facile à comprendre aussi pour les équipes et le collaborateur. Donc, tous les ans, comme je disais, on le repense aussi. On travaille beaucoup avec les managers et les autres équipes de Luca pour avoir leur retour sur la manière de l'améliorer. Voilà, c'est un peu la philosophie. On a quelque chose qui est déjà très mûr, mais de continuer régulièrement à l'améliorer. Ok. Et Advise, notre belle
licorne nantaise, on peut dire ça? On peut. Du coup, je vous rejoins tout à fait. Il n'y a pas de question en fait sur l'adhésion de la direction générale. Ça faisait vraiment partie de l'ADN dès les premières années d'iAdvise. Donc c'était des sponsors, etc. Là où on a peut-être un peu challengé l'onboarding, on travaille vraiment de manière très rapprochée avec le département RH, parce que nous, on a la particularité de ne pas faire partie du département RH à la formation, mais on travaille vraiment de manière très proche. Donc on est vraiment deux à piloter cet onboarding, et il a fallu en fait, on avait énormément d'actions en termes de culture d'entreprise, d'intégration qui étaient très fortes. Il a fallu à un moment pousser la connaissance et la compétence parce que ce n'était pas suffisant. Donc voilà, on a énormément challengé les managers parce qu'on a vraiment envie qu'ils prennent leur part de responsabilité dans cet onboarding parce qu'en fait, c'est eux qui vont être les relais sur le long terme. Donc s'il y a 2 personnes, RH, formation interne, qui travaillent beaucoup au début, puis d'un coup tout s'arrête, et ben finalement c'est presque pire en termes d'expérience employée. Donc on a vraiment challengé les managers pour qu'ils soient partie prenante dans ce qu'on appelle l'onboarding métier. Nous, on est en charge de l'onboarding corporate, où on va transmettre les valeurs, les sujets communs à tout le monde, qui est très important pour garder cette culture. Mais voilà, on travaille avec les managers et nous, en fait, on repense notre parcours tous les mois, parce qu'on a des promotions tous les mois. Et donc, à chaque fois qu'on a... Alors, c'est pas vraiment tous les mois, c'est-à-dire que pour les RH chez nous, c'est tous les mois. Mais par exemple, si on a un nouveau sales qui arrive dans notre équipe, 3 semaines avant l'arrivée, on va retourner voir le manager, on regarde ce qu'on a fait la dernière fois, et la plupart du temps, on est tous en hyper croissance, donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé. Donc on va le remettre à jour au fur et à mesure pour s'assurer que ce soit le plus proche possible et le plus opérationnel possible pour nos futurs collaborateurs. Et on travaille beaucoup sur de la data, ça fait aussi partie de notre ADN, donc on va avoir en termes de performance de notre onboarding et performance aussi de nos collaborateurs, parce que un des enjeux de l'onboarding, c'est aussi que nos collaborateurs deviennent performants rapidement. On a vu, c'est entre 6 et 8 mois pour quelqu'un pour prendre vraiment son poste. C'est vrai que si on regarde du côté direction, c'est long en fait. Donc on essaye aussi d'accélérer cette partie de ramp-up, comme on dit chez nous. Donc voilà, en fait, on va travailler sur des formulaires en fait qu'on va envoyer à des moments clés au bout d'1 mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Nous, on a poussé notre parcours d'intégration jusqu'à 1 an pour s'assurer en termes de rétention, puisque nous, on est sur des marchés où la rétention est complexe, à Nantes aussi. Sur certains métiers, on est vraiment en tension. Donc on essaye en fait à chaque fois de questionner le nouveau collaborateur, son manager également, et regarder en fait ce qui se passe, si au bout d'1 mois on a déjà des signes, ou peut-être au bout de 3 mois, et peut-être que là on n'a pas encore assez de données, parce que ça fait 2 ans qu'on a commencé, mais finalement peut-être qu'on va trouver des patterns qui se répètent, et on se rend compte que les gens au bout de 2 ans ils vont partir, et ils ont tous eu la même réaction, donc on pourra d'ici quelques années peut-être anticiper. Donc on pousse vraiment loin, parce qu'on a aussi dans notre ADN de travailler sur de la data. Donc voilà, c'est toujours un peu particulier de travailler en RH et de faire de la data, mais on le fait vraiment de manière bienveillante en se disant on va essayer de trouver peut-être des alertes avant que les gens ne se rendent compte qu'ils ont envie de partir, pour mieux les accompagner. Donc on travaille à la fois beaucoup maintenant le contenu, l'opérationnel, la mise à disposition, comme le disait Elisa aussi, des contenus au bon moment, pas tous en même temps, structurés. Donc voilà, on challenge à chaque fois sur l'expérience employée et aussi l'expérience employeur, pour s'assurer de la rétention et de l'engagement de nos collaborateurs. Merci. Nous avions une petite question. Comment, en fin de compte, qu'est-ce qui vous démarque et d'ailleurs, tout le monde peut répondre à cette question. Dans vos sociétés, sur l'onboarding, quel outil est innovant, ou quelle façon de faire, qu'est-ce qui vous démarque en termes d'innovation dans vos onboarding? C'est pas facile. C'est pas très, très facile. Alors, Nathalie, tu as quand même pas mal répondu, puisque tu as été en profondeur dans la description de ton onboarding, mais... Est-ce que c'est vraiment les outils qui vont vous démarquer les uns des autres, ou est-ce que c'est pas finalement, là on revient sur l'humain, l'ADN de chacune de vos entreprises? Moi, je trouve que personnellement, c'est difficile de se démarquer vraiment les uns des autres. Ouais. Après, c'est peut-être pas le jeu d'ailleurs. Lorsqu'on recrute quelqu'un, il adhère aussi à la culture d'entreprise au préalable, et donc c'est lui aussi qui fait un petit peu le choix déjà.
C'est vrai que nous, l'onboarding, il est aussi beaucoup en parallèle avec la marque employeur. On fait beaucoup de travail sur la marque employeur. C'est un petit peu des sujets mode aujourd'hui, mais pour autant, ça a un vrai sens derrière. Il y a une marque employeur avec le coût que ça a aussi en interne, en externe. Si l'onboarding il est complètement à côté de la plaque, ça aura un effet néfaste et même complètement à contrario. Ouais. Donc c'est important de toute façon que le nouvel arrivant, le nouveau collaborateur, je ne sais pas si on se démarque par rapport à d'autres, mais en tout cas, il a adhéré à la culture d'entreprise pour moi avant ça, et donc du coup, il a choisi tout mais ça. Comment, en fin de compte, vous le faites adhérer dans votre culture d'entreprise, en fait? Là, c'est du quotidien. On inclut vraiment différents membres de l'entreprise, aussi bien la direction, les managers, les relais opérationnels, l'équipe. Enfin, c'est vrai qu'il y a vraiment différents rôles. Moi, j'ai pas été aussi dans le détail, mais on a des tuteurs, on a des relais qui ne vont pas être forcément les managers hiérarchiques, mais qui sont des managers, des relais opérationnels, donc qui font vraiment du suivi au quotidien. On est aussi sur des petites équipes. On est sur une entreprise de 150 personnes. Alors oui, c'est quand même beaucoup, mais pour autant, on arrive quand même à être assez proches les uns des autres. Donc voilà, c'est vraiment un travail main dans la main de vraiment beaucoup de services dans l'entreprise, et c'est plutôt bien rodé aujourd'hui, même si on est toujours, nous aussi, dans une démarche d'amélioration continue. Le rôle du tuteur, comme on l'a conçu aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va certainement faire évoluer et améliorer. Enfin voilà, c'est de l'apprentissage, du retour d'expérience quotidien. Et du coup, de l'autre côté du miroir, Elisa et Julien, quelles sont pour vous les étapes clés de l'onboarding vision collaborateur en fait? Parce que le parcours 100% digital, ça vous l'avez évoqué en introduction, ça ne peut pas compenser totalement. Ce qu'il faut, c'est un juste équilibre et puis bien remettre des échanges avec les vrais collègues. Du coup, les étapes clés pour vous, celles à ne pas manquer. Et c'est ça qui va être intéressant avec ce que viennent de dire les professionnels des ressources humaines. Alors, si je peux répondre, Julien. J'avais aussi envie de répondre à ce qui différencie dans le parcours et dans l'onboarding d'une entreprise à l'autre. J'ai quelques entreprises dans mes expériences passées. Je pense que là où une entreprise peut se démarquer demain, c'est en adaptant cet onboarding d'une manière personnalisée. On l'a évoqué, il y a effectivement la trame commune, le socle commun, les tutos, les webinars, la bibliothèque de documents, le who's who, etc. Enfin, tout ce qui, en termes d'autonomie, peut permettre à un nouveau collaborateur d'accéder à l'information, et ensuite le relais avec les managers et d'être vraiment par rapport à son rôle dans l'entreprise. On a été recruté pour faire progresser, pour faire avancer l'entreprise, et donc c'est vraiment de passer à un onboarding personnalisé qui prenne en compte ces différentes étapes dans le parcours collaborateur, si on peut en parler ainsi. Après les étapes, pour répondre à la question de Claire sur les étapes clés, je pense que c'est de se donner, je le fais physiquement, ces respirations, parce que je pense que c'est très important. On arrive dans une entreprise, il y a la culture d'entreprise, il y a comprendre le périmètre de son poste, comprendre ses collaborateurs, la relation avec les autres services. Il y a un écosystème humain de l'entreprise à appréhender. Alors moi, je suis dans les métiers du marketing digital, donc j'ai également des outils propres à mon métier, donc ça multiplie à un moment d'avoir ces temps de respiration pour comprendre, collecter de la donnée, cette donnée qui est difficile à capter, surtout sur pas du sentiment, mais bon, c'est signaux faibles et forts qu'un collaborateur peut donner ou pas, donc il faut savoir les capter, et donc d'avoir ces moments, que ce soit avec le manager, avec aussi, je pense qu'on le fait peu, avec les RH, au bout d'un moment, à 3 mois, à 6 mois, des temps d'arrêt et de regarder un petit peu, et dans le rétroviseur, et surtout devant soi, et de savoir si on est bien en phase avec ce qui avait été dans les étapes de démarrage, avec une fiche de poste, des entretiens, etc. Si on est toujours en phase avec la vision et la stratégie de l'entreprise à long terme. Voilà, j'arrête là. En fait, tu évoques le risque d'une
totale digitalisation du parcours d'onboarding, ce serait que c'est tellement facile de baliser avec des étapes, fournir du contenu, c'est tellement simple finalement à mettre en œuvre ces outils qu'après on est submergé par les informations, visiter un tel à 14h, visiter un tel à 14h40, etc. Et donc ce besoin de respirer, prendre le temps de connaître. Julien, est-ce que tu respires toi chez Ultima ? Oui, tout à fait. Moi, je rajouterais en plus, il y a une autre vertu qui est très importante, c'est la bienveillance des personnes qui sont autour de vous. C'est un mot extrêmement à la mode, mais enfin bon, il faut savoir l'utiliser. C'est bien de le dire, Voilà, ouais. Est-ce qu'on est là pour vous? Est-ce qu'on vous implique dans le sens? Est-ce qu'on vous a déjà expliqué ce qu'était le sens et la culture de l'entreprise? Parce que c'est bien beau, un site internet, vous y puisez beaucoup d'informations, mais une fois que vous êtes dedans, vous avez un dirigeant, vous avez des équipes, des personnes qui sont là depuis un moment, qui ont une histoire, qui racontent l'histoire, qui vont continuer à raconter l'histoire. Donc la bienveillance, moi je le mets vraiment en fait, c'est quelque chose de très important. J'ajoute aussi évidemment le caractère de l'anticipation, ça c'est certain, mais enfin bon, là je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et voilà, et puis faire très très attention justement à un écueil, c'est que finalement il n'y a pas de déshumanisation en fait derrière les outils. Tout ce qui est fait actuellement, c'est de l'humain pour de l'humain, ça doit rester comme ça. Enfin, en tout cas je pense que ça doit rester comme ça. Donc voilà, je dirais qu'ils sont la bienveillance, l'anticipation et ne pas oublier en fait l'humain, très clairement, à tous les niveaux et dans n'importe quel en fait poste dans lequel vous pouvez rentrer. Voilà. Ok, moi j'avais aussi une autre question un peu plus pratico-pratique, concrète. Une entreprise, en fin de compte, n'a absolument pas mis en place son parcours d'onboarding et donc la RH en question doit en effet apporter des éléments concrets, des chiffres et des métriques en termes de gain de temps, de suivi et d'argent. Est-ce que vous avez, vous, un petit peu une idée sur ce que vous a apporté l'intégration, on va dire, de votre onboarding au sein de vos structures? Très pratico-pratique. Ouais, vraiment, voilà. Est-ce que vous pensez que vous avez diminué par 2, je ne sais pas, vos temps de formation grâce à votre donner des onboarding? métriques précises, là, je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer dans le détail, mais en tout cas, gain de temps, ça c'est sûr, puisque quand on est préparé et qu'on anticipe, on parle depuis tout à l'heure d'anticipation, que ce soit le collaborateur ou nous et le manager, on ne passe pas du temps à se dire ok, quelle formation on doit faire, à quel moment, quelles équipes on doit rencontrer, quelles sont les compétences que le collaborateur doit avoir acquises à la fin de la période d'essai, etc. Donc gain de temps, ça c'est sûr pour tout le monde. Donc forcément, ça veut dire gain d'argent. Donc après, vous donnez des KPI précises. Nous, comme on l'a depuis le début, finalement, on l'a structuré depuis le début, on n'a pas forcément le avant mise en place des outils digitaux, mais je pense que mes collègues d'e-Advice et de RCA pourront peut-être donner les chiffres. Ou des grandeurs, typiquement sur le délai pour rendre un collaborateur opérationnel. Est-ce qu'on a vu là des variations intéressantes? Alors, je ne vais pas forcément vous donner plus de métriques chiffrées. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué dans le sens où, pour le coup, nous aussi, c'est des choses qui ont toujours plutôt été faites, alors qui se sont perfectionnées bien évidemment avec le temps et qui auraient certainement causé plus de pertes si jamais ça n'avait pas été fait. Mais voilà, on n'a pas d'impact perceptible, en tout cas en termes de quantité. Après, c'est certain que... oui, un onboarding préparé va nous permettre d'optimiser du gain de temps de tout le monde, du gain d'argent. Pour le collaborateur nouvellement embauché, c'est aussi un gain à un moment donné pour lui de ne pas avoir fait le mauvais choix, parce que c'est aussi quelque chose qui, dans une carrière, de devoir quitter une entreprise, aller au bout de 6 mois, 1 an, c'est compliqué aussi à assumer. Donc c'est aussi pour lui un gain dans sa carrière à lui, et d'avoir fait le bon choix et de s'être assuré justement d'avoir rejoint une entreprise qui lui ressemble et dans laquelle il se sent bien en fait. Alors, j'ai peut-être fait ma fière en disant qu'on aimait beaucoup la data, parce que là, je ne les ai pas non plus. Ça ne va pas du tout. Non, effectivement, l'optimisation de l'onboarding par le digital, je pense qu'on va faire gagner du temps aux personnes qui, précédemment, peut-être faisaient des interventions régulières. Du coup, on va pouvoir les enregistrer. Donc, on va pouvoir gagner du temps, peut-être des collaborateurs experts qui interviennent sur les présentations de l'onboarding. C'est vrai que nous, notre objectif, c'est de diminuer justement ce temps à partir de quand un collaborateur est performant. Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 8 mois? Est-ce que c'est 1 an?
Ça dépend vraiment aussi des postes. C'est vraiment difficile à savoir. Et là, je sais qu'on n'a pas assez de recul encore pour vraiment se rendre compte si l'optimisation a fonctionné. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, je pense que je sais que par exemple, sur 2019, on a intégré pratiquement 100 nouveaux collaborateurs, entre 80 et 100. Et c'est vrai que si on avait dû les onboarder un par un par rapport aux promos, par rapport à des présentations digitales qu'on avait enregistrées en amont, forcément, on a de l'optimisation. Après, la chiffrer exactement, c'est effectivement assez complexe. Oui, c'est ça. Je peux me permettre une question qui n'était pas prévue, Chloé? Vas-y, je t'en prie. C'est ce que tu viens de dire, Nathalie, qui a inspiré cette question sur le volet formation et la participation des différents collaborateurs sous forme de vidéos ou de tutos pour permettre aux différentes promos de récupérer le même niveau d'information. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que l'onboarding a un effet sur la fidélisation des nouveaux collaborateurs, mais aussi sur les anciens collaborateurs qui, du coup, se ressentent impliqués au cœur de l'entreprise et investis d'une mission vis-à-vis des nouveaux? Tout à fait. Il n'y a pas cet effet bénéfique, là aussi, je suis désolée, ce n'était pas prévu cette question, mais là j'ai envie de la dire. Oui, tout à fait, je te rejoins totalement. C'est aussi une façon de mettre en avant les collaborateurs qui sont là depuis quelques temps, de leur prouver qu'ils sont maintenant capables d'intégrer. Je sais que j'ai un tout petit exemple. On a des spécialistes de notre outil qui ont, dans leur période d'onboarding, la dernière action qu'ils doivent faire, c'est former la promotion des newbies d'après. Donc c'est un peu leur dire, voilà, il y a 2 mois, vous étiez arrivés, vous avez suivi cette formation. 2 mois après, puisqu'ils vont devoir le faire à nos clients, ça fait partie de leur parcours d'onboarding. C'est aussi une montée en compétences. Exactement, et puis de leur montrer que ça y est, ils sont prêts et que déjà tout ce qu'ils ont parcouru en 2 mois en termes de montée en compétences est visible et voilà, ils peuvent le voir. Et chez vous aussi, il y a des petites mécaniques comme ça qui se mettent en place ou... Oui. Alors nous, on a 2 choses différentes. On a un rôle plutôt de parrain, mais qui est un rôle d'ambassadeur de la culture Lucas. Donc là, chaque nouveau collaborateur a un parrain qui va vraiment l'intégrer dans toutes les choses plus informelles qu'on peut retrouver chez Lucas. Et ensuite, pour certains métiers, mais là, ça tend à se généraliser pour tous les métiers, on a un rôle de coach. Donc là, c'est plutôt un collaborateur qui fait exactement le même job, qui est là depuis quelques temps, et qui va aider le manager à faire monter en compétence le nouveau collaborateur. Donc un exemple chez les sales, chaque business développeur qui arrive a un coach qui est en général un sales qui est là depuis 1 an à peu près. Et donc pareil, c'est un rôle qu'on met beaucoup en avant parce que la montée en compétence sur les compétences commerciales, savoir faire les démos produits, savoir vraiment présenter les produits et closer les deals, tout ça, c'est vraiment le coach qui va gérer ça plus que le manager. Donc avec des points d'étape à chaque fois. Et donc le coach a vraiment une responsabilité importante puisque c'est lui qui va dire « Ok, je pense que ce collaborateur, ce business développeur maîtrise bien tous les softs, maîtrise bien notre processus commercial. » Voilà, donc ça donne quand même des responsabilités assez importantes sur ce rôle-là. C'est un peu les 2 rôles différents qu'on a sur la phase onboarding. Donc dans votre onboarding, en fin de compte, vous impliquez pas mal les anciens. Oui. En fait, en conclusion, ils ont leur carte à jouer, en fait. Tout à fait. Voilà, ok. Tu voulais intervenir, Chloé? Je vois que tu me regardes. Non, mais je vais rien rajouter de particulier. Effectivement, le rôle des anciens, et nous, c'est vrai que c'est aussi comme ça qu'on a pensé l'onboarding. Alors, les anciens, dans le bon sens du terme, c'est hyper important de les inclure et qu'eux s'y retrouvent et continuent de faire vivre l'entreprise, justement, Oui, tu l'as cité au tout à quotidien. l'heure, que tout le monde s'y retrouve. Ouais. La grande question pour Elisa et Julien. Attention, j'aurais aimé un roulement de tambour. Est-ce que, du coup, aujourd'hui, après votre onboarding, est-ce qu'on peut dire que vous vous sentez engagé? Oui, moi je vais vous dire, je suis engagé à 250%, mais bon, déjà avant, mais maintenant encore plus. Bon, je dirais que on a subi une période qui est très difficile. On est dans une structure nous, qui est fortement liée à l'événementiel aussi, je tiens quand même à le préciser. Donc du coup, il a fallu, c'est déjà une structure qui est assez jeune et on s'est tous relevé les manches. Et en arrivant, en fait, j'ai senti en fait cet engouement et ce besoin justement d'aller encore un petit peu plus loin parce que justement, coup de matraque, situation un petit peu nouvelle dans la société, mais civile, société dans notre travail.
Donc oui, engagé à 100%, à 250% et obligation de s'engager à 100%. Il faut montrer l'exemple, il faut aller de l'avant, il faut avoir envie en fait de montrer que tout est encore possible, que tout est à faire, que justement cette onboarding, les outils, tout ce qui est là pour nous aider à aller encore un petit peu plus loin, pousser la limite, si on peut appeler ça la limite en fait, parce qu'il n'y en a pas en fait finalement de limite, c'est à nous de la fixer toujours. Mais voilà, moi je dirais que je suis engagé vraiment à 250% parce que je sens en fait qu'on est aussi dans un virage et que les choses peuvent vraiment changer, que c'est le moment de faire évoluer certaines pratiques, certaines méthodes, et que là en fait on a un boulevard en fait. Donc oui, je suis très engagé. J'espère que je l'ai fait Surtout ressentir. dans ton contexte Ultima, c'est vrai. Oui. Des produits liés à l'événementiel, Oui, tout à fait. Donc, une activité qui s'est freinée et des produits fabriqués en France. Enfin, c'est aussi votre marque de fabrique qui a déclenché cette... Tout à fait. Il faut se repenser aussi un moment parce que, comme toutes les sociétés, il y a le Covid, mais de toute façon, avec ou sans ça, il faut avoir la capacité en fait à se repenser régulièrement sur pas mal de choses. C'est exactement ce qu'on a fait, mais on a subi un petit coup d'accélérateur. Donc oui, une très très grande motivation parce qu'il y a justement quelque chose à faire. Voilà. Et Elisa, chez Manitou, c'est un secteur aussi industriel, enfin je ne sais pas pourquoi je dis aussi, mais un secteur industriel tout court. Oui, qui a effectivement, comme tous les secteurs d'activité, on a tous été secoués par ces derniers mois. Après, sur mon engagement, oui, 250-300%, on va monter les enchères. J'espère que vos DRH respectifs sont là, parce que vos directions générales même. Non, mais effectivement, il y a l'engagement avant. Je pense que quand, sur des postes comme les nôtres, on est aussi, au moment où on prend la décision de rejoindre une entreprise, c'est en toute connaissance, entre guillemets, de cause, mais c'est vrai que la période qu'on a traversée, qu'on continue à traverser encore, parce que c'est pas fini, moi m'a fait... finalement, m'a donné un prisme, un regard différent sur l'entreprise, puisque cet onboarding a été comme aucun autre, avec de l'agilité, de la flexibilité, la bienveillance. Tu en parlais, je pense que c'est très très important de le ressouligner, puisqu'il y a eu ces périodes, ces questions, d'être un petit peu à la petite semaine, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine, comment maintenir les équipes motivées sur l'ensemble. Donc c'est d'être un modèle et de faire preuve. Alors le digital, plus l'onboarding et puis l'engagement collaborateur, c'est de montrer l'exemple, comme tu le disais. Enfin c'est une épreuve. Enfin le confinement et ce virus, il y en aura d'autres. Et puis je pense que c'est l'engagement salarié en dehors du digital et entier. Peut-être qu'il y a Maud Chevalier qui de nouveau nous propose une question qu'on peut peut-être attraper en live, si vous voulez bien. Ah oui, vas-y. C'est pour Elisa et Julien, oui. Qu'est-ce qui vous a éventuellement manqué dans votre parcours d'onboarding ? Donc, à part les respirations pour Elisa. Et même si vous êtes super engagé. Voilà. Ouais, moi, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Non. Ouais, je dirais que c'est quand même d'avoir une relation réelle avec les personnes avec qui on va travailler. Bon, ça, c'est ce qui m'a parfaitement manqué aujourd'hui. C'est plus ça, parce qu'en fait, tout le reste, en fait, je suis dans une société vraiment où je dis que les gens sont jeunes, bienveillants. Je pense que j'aurais fait un onboarding dans les murs, j'aurais rien à vous dire de précis sur le fait sur cet embarquement justement. Moi aujourd'hui vraiment c'est le fait d'avoir été loin au départ des personnes. Vous vous dites toujours on va arriver et, par exemple votre patron en fait il fait 1m20, vous le savez pas. Non mais je plaisante, mais bon tout ça pour dire que faut bien se détendre. En fait ce qui t'a manqué c'est une petite soirée bière avec tes collègues. Voilà c'est ça en fait. Voilà, j'ai du mal à le dissimuler d'ailleurs. Moi voilà c'est ça, c'est cette relation un peu plus humaine quand même et de savoir avec qui on va travailler avant de pénétrer les murs parce que c'est toujours un petit peu on se dit bon en fait mais qu'est-ce que j'ai fait peut-être en fait je sais pas voilà. Donc moi c'est ça. Peut-être Elisa chez Manitou, il y avait le volet visite des sites de production, complètement. Alors, des équipements qui sont très concrets. Tout à fait, je pense que ça me manque encore puisqu'on a des règles sanitaires à suivre et je n'ai pas encore fait cette partie-là de mon onboarding. Donc quand je parlais d'agilité, c'était aussi de pouvoir collecter les informations de connaissance de l'entreprise au fur et à mesure qu'elles se présentent et qu'on peut y accéder. Donc je rejoins Julien sur la partie tout ce qui se dit dans un bureau et qu'on ne peut pas capter quand on fait des visios toute la journée. Et donc ça, c'était les respirations nécessaires. Finalement, le bon café à la machine
même s'il est soluble et pas très très bon, on l'aime bien. Mais donc ça manquait. Mais en dehors, je pense que c'est moi en tant que manager, c'est aussi des outils pour de temps en temps, parce que toutes les 2 semaines, on se disait tiens, on va retrouver les collègues et finalement non. Donc c'était aussi trouver des outils pour animer différemment mes réunions. Donc pour aussi créer à distance l'adhésion, de faire participer en dehors d'un PowerPoint qu'on défile en réunion. Donc ça, c'était des points qui peuvent être améliorés. Je pense que les ressources humaines, ensemble, avec les managers et les équipes, peuvent travailler sur ce genre de dispositif. Et puis effectivement, par rapport à Manitou, c'est vraiment la visite et de faire ma semaine d'intégration dans les sites de production. Donc ça va bientôt arriver, je pense, parce que là, du coup, on arrive à être un peu plus flexible par rapport, flexible tout en respectant bien évidemment les mesures sanitaires, mais je pense que ça va bientôt arriver. Oui, mais c'est vrai que c'est important pour comprendre. Le produit, Tu parlais des outils d'animation avec tes propres équipes. Tu as envie d'en citer quelques-uns qui peuvent je peux. Alors ça, c'est aussi ma vie d'avant, puisque j'étais consultante en data et en marketing relationnel, donc j'ai animé pas mal d'ateliers. Et donc je pouvais pas poster mes post-it sur l'écran, personne ne voyait. Donc des applications comme Klaxoon qui ont aidé pour animer, pour brainstormer avec l'équipe. Donc moi j'arrivais sur une prise de poste. J'avais aussi besoin d'engager mon équipe, partager, d'avoir leur feedback, de comprendre aussi leur regard. On parle des anciens, donc c'est aussi ce qu'ils peuvent apporter. Donc voilà, donc pour en citer un, mais il y en a d'autres qui. On peut trouver du Bicast aussi. Oui, un voilà, peu de tout à Mural qui se fait de plus en plus pour l'animation à distance. Oui. Donc je pense que c'est ce qui a peut-être manqué, ou en tout cas qui permet de donner un rythme aussi différent aux nombreuses heures de visioconférence. Axel, on prendra peut-être cette question après. On va peut-être... merci déjà pour tous vos témoignages. Comme vous le savez, moi je suis recruteuse et j'enlève pas ma casquette aussi facilement de recruteuse. Donc en fait, j'ai pour habitude de souvent poser cette question à la fin de mes entretiens, donc de terminer avec 3 mots qui qualifieraient l'onboarding pour vous. Donc en fait, tu veux dire que nos invités sont comme tes candidats. Exactement. Ils vont se prêter à ce petit exercice. Exactement. Donc, si vous le voulez bien. Parti. Voilà, à vous de donner 3 mots. Moi, du coup, je commencerai par expérience employée, performance et engagement. Ouais. Moi, je dirais anticipation, bienveillance et sens. Voilà. Et sens aussi. Sens, ok. Alors, moi, j'avais noté plutôt un engagement mutuel, un sourire quotidien. Et une parole libre. Alors juste pour préciser, c'est vrai que pour moi, quelqu'un qui est bien intégré se doit de pouvoir dire les bonnes choses qui ne sont pas toujours faciles à entendre. Et c'est aussi ça qui fait qu'on sent la personne intégrée et engagée en fait dans l'entreprise. Et le sourire quotidien dans le contexte... Avec le masque. Ouais, on le perçoit. Vous ne voyez pas nos petits yeux, mais ils sont souriants. Mais le sourire quotidien, c'est aussi de voir si la personne a un peu un poids lourd sur les épaules à venir tous les jours, ou si au contraire, elle y va avec un pas engagé et que elle est complètement épanouie et qu'on le sent. Malgré le masque, on le sent. Le pétillement, quoi. Ouais. Alors moi, je vais reprendre aussi parcours collaborateur ou salarié, engagement, et puis je vais utiliser le Figital, parce que je viens du retail avant, et finalement, ce mix digital et puis moment de partage physique est extrêmement important pour un bon onboarding. Alors, je vais reprendre anticipation, on en a beaucoup parlé, je pense que ça va rester. Ensuite, la notion de collaboration, donc vraiment de penser son onboarding avec les équipes, et donc ne pas le faire dans son coin RH, mais vraiment intégrer les managers et les salariés quand on le pense et quand on le structure. Et ensuite, je dirais transparence, ça c'est dans
notre ADN, transparence quand la personne arrive sur tout ce qui se passe dans la société. Nous, on communique beaucoup sur l'état des finances, les budgets, le nombre de recrutements en cours, les projets qui arrivent. Donc, c'est important que la nouvelle recrue ressente ça et puisse à la fin se dire ok, je sais où je mets les pieds. Je pense que ça, c'est important que le nouveau collaborateur ressente ça au moment de son onboarding. Moi, je dis merci, bravo pour vos retours. Moi, je me sens soulagée. Tu te sens aussi soulagée? Oui, je me sens soulagée. J'ai l'impression qu'avec vous, il y a des onboardings quand même qui se passent bien et qui sont réussis. Moi, ce qu'on retient en tout cas avec Claire, c'est qu'en effet, pour qu'un onboarding soit réussi, il y a beaucoup d'anticipation, beaucoup aussi d'adhérence, aussi bien de la part des managers que de la direction, que des RH et que des anciens aussi. Il ne faut pas oublier les anciens, comme vous l'avez dit. Et puis aussi qu'il faut vraiment les faire adhérer à la culture d'entreprise. C'est ça qui permet d'avoir tous les bons ingrédients pour avoir un onboarding réussi. Toutefois, il ne faut pas oublier le digital, comme vous l'avez dit, mais j'ai l'impression que le digital ne fait pas tout. En effet, ça enlève pas mal les tâches administratives, mais c'est un plus. Mais ce n'est pas que grâce au digital qu'on peut avoir un bon onboarding. Donc merci. Maintenant, c'est à nous de jouer en tant que RH, de faire inverser la tendance et que dans un an, on n'ait plus ces chiffres affreux qui apparaissent au quotidien. Voilà, sur, les chiffres désolants. Voilà, exactement. Je vous propose qu'on reste ensemble encore quelques minutes pour répondre aux questions qui sont arrivées pendant qu'on parlait, celles qu'en tout cas qu'on n'a pas pris au vol. Il y avait une question donc d'Axel Maillard. Dans vos entreprises, qui a la responsabilité de la bonne réussite de l'onboarding? RH, manager, est-ce que c'est toute l'équipe, IT, office manager? La responsabilité, c'est une question. Moi, je dirais que la responsabilité est partagée par tous ces services-là. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre et il y aura un trou dans la raquette si jamais il y a un service qui est pas à la hauteur. On parle bien d'une responsabilité partagée, collective dans l'entreprise, qui va de la direction générale jusqu'aux collaborateurs proches du nouvel arrivant. En tant qu'RH, en tant que service RH, on pilote et on coordonne un petit peu tous les intervenants. Mais pour autant, il faut que toute l'équipe, donc au sens large, soit engagée et soit complètement disponible. Vous êtes tous d'accord avec cette vision ? Oui, je pense qu'il faut que tous ces acteurs soient effectivement engagés. Et après, je dirais que chez nous, l'équipe RH a la responsabilité plutôt de améliorer l'existant et coordonner un peu tous ces acteurs, justement. Mais effectivement, il faut que tout le monde, tous ces acteurs-là, soient impliqués dans la réussite de ce onboarding. Et d'ailleurs, je rebondis, tu dis coordonner, mais est-ce que là, pour le coup, tu as un outil digital qui permet de coordonner? Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'acteurs dans un onboarding. Donc, comment on fait pour tous les sensibiliser et puis les coordonner pour que l'onboardé ne se sente pas perdu? Forcément, nous, on utilise beaucoup nos propres outils pour que justement chaque acteur puisse savoir quoi faire. Et aussi tu parlais de base de données pour la formation, mais donc c'est important que tout ne soit pas éparpillé dans plusieurs outils. Donc nous, on a tout sur nos interfaces et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, chaque personne chez Lucas sait ce qu'elle doit faire dans le cadre de l'arrivée d'un nouveau. Donc c'est clair que ça fluidifie beaucoup. Alors Thierry ne nous pose pas de questions, mais nous illumine de sa pensée du jour. Le sourire s'exprime essentiellement avec les yeux. Donc le masque cache moins un vrai sourire que des lunettes de soleil. C'est tout à fait... Alors, non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire c'est tout à fait vrai, Thierry. Mais c'est tout à fait juste. Le masque nous a fait forcer effectivement le trait. Et peut-être que pour boucler avec l'onboarding, peut-être que du coup, on a... augmenter notre chaleur humaine dans l'accueil des nouveaux collaborateurs, en manifestant davantage les plissements des yeux, le sourire, ou comme disait Chloé, en observant le mouvement des épaules de chacun, qui porte ou pas le poids de leur poste. Est-ce qu'on a d'autres questions qui sont arrivées en amont? Ça, on a vu. Oui, je pense qu'on a
tout balayé. J'avais une autre petite question. Dans vos expériences, là, tous, collaborateurs professionnels RH, quelle est la juste place du ludique, on va dire, de l'informel dans l'onboarding? Là, on n'a pas abordé ça dans nos échanges, hein, mais il y a aussi des after-work, il y a aussi le fait d'aller déjeuner avec les collègues, de faire un restaurant avec le fondateur de l'entreprise. Quelle est la part de ce volet un peu plus informel et ludique dans vos onboarding? Du coup, effectivement, pour moi, ça fait partie de la culture d'entreprise. Du coup, je sais que nous, c'est un des objectifs de notre onboarding, hein, c'est de prendre son poste, mais également d'intégrer l'entreprise et la culture iAdvise. Et donc, on a 3 objectifs. Donc, je pense que pour un tiers de notre part d'onboarding, on va travailler sur des événements, des rencontres avec les équipes. Chez nous aussi, ils se voient la veille, normalement. Ils vont prendre tous un pot ensemble quand c'est possible, voilà, pour ne pas arriver en terre inconnue. Donc, voilà, moi, je dirais un tiers, un tiers, un tiers. Ok. Chez vous aussi, il y a des petits moments comme ça qui se mettent en place. Oui, bah alors, donc il y a le pot d'avant arrivé, Ouais. qui se fait assez fréquemment, le pot d'après arrivé. Il y a beaucoup de pots chez Lucas. Après, donc on a le premier jour un déjeuner d'accueil avec le parrain du nouveau collaborateur, plusieurs salariés de différents départements et en général notre fondateur, notre PDG. Il y a aussi à un moment, je vous en parlais, une rencontre avec notre PDG qui est un peu plus informelle, mais où on parle quand même de l'histoire de Lucas. Voilà. Il y a l'ambassadeur, le parrain qui fait beaucoup sur la partie informelle, qui va donner un peu toutes les tips justement sur le fonctionnement de l'entreprise, les bonnes adresses, enfin toutes les choses quand on arrive qui peuvent paraître assez banales, mais qui sont importantes quand on débarque dans une société. Voilà, donc c'est essentiellement ça. Après, on a un petit outil qui s'appelle Lucas Faces, donc c'est un jeu avec toutes les photos des salariés de l'entreprise et donc le nouveau salarié doit deviner qui est qui. Et donc on a tout un classement. Donc ça aide beaucoup aussi pour connaître les autres, surtout qu'on est aussi en multisite. Voilà, c'est un petit peu les choses un peu plus informelles qu'on peut avoir. Une question intéressante, parce qu'on n'a pas, c'est vrai qu'on a abordé des aspects essentiellement très enthousiastes de l'onboarding. Thierry nous demande, est-ce qu'un onboarding poussif n'est pas révélateur des soucis au niveau du management, tout simplement? Est-ce que vous avez un avis à partager sur cette question? Alors, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire un souci au niveau du management. Parfois, c'est une compétence qui n'est pas toujours innée pour les managers de travailler la montée en compétences, d'être un peu un coach. Du coup, c'est souvent révélateur et du coup, c'est aussi au service RH de s'en rendre compte et de pouvoir aider les managers à comprendre que ça fait partie de leur mission. Après, de mon point de vue, avoir une équipe, un très grand nombre d'acteurs, comme on a pu le voir, qui peut donner un coup de pouce au démarrage de l'onboarding pour faciliter justement la vie du manager, pour que lui vraiment puisse se focaliser sur la montée opérationnelle sur le poste, me semble un bon compromis. Voilà, c'est un peu facile, je trouve, de dire que, même si c'est pas tout à fait ce qui est dit, mais que c'est forcément la faute du manager. Je pense qu'il faut vraiment être conscient qu'on est de très nombreux acteurs à être responsables de l'onboarding et que finalement, il faut que tout le monde s'y mette. Et d'ailleurs, on avait une question de Stéphanie qui posait la question suivante. Quel est le rôle du manager dans l'onboarding? Pour vous, en fin de compte, son rôle est vraiment primordial. Il a quelle place, en fait? Plus que les RH, plus que les anciens quel rôle il doit prendre? Moi, je dirais au moins autant que les RH. C'est vrai qu'il intervient lors du premier jour. C'est vrai qu'on a à cœur que le manager soit présent lors de la réunion d'accueil qu'on fait. Il participe au déjeuner lors du premier déjeuner. C'est vrai que j'ai fait un petit clin d'œil à mes collègues de la com, mais elles ont fait un super premier mail pour le premier jour, le jour qui est un petit peu parfois où on craint un peu ce qui peut nous attendre et qui détaille tout. Et c'est vrai que ce déjeuner-là, le manager y participe. Enfin, le manager est impliqué autant que le service RH, mais sur des choses effectivement autres. C'est très complémentaire en fait.
Elisa? Ok. Oui, si je peux, sur la partie manager, je pense que c'est lui qui va apporter la dimension métier qui est indispensable. Enfin, les ressources humaines, vous ne pouvez pas maîtriser tous les métiers de l'entreprise, et donc le manager est absolument central pour ensuite piloter l'activité d'un point de vue métier. Merci. Merci. Oui, je crois que, point de vue timing, on est très bien là. Point de vue technique, on est bien. Je crois qu'on a traité toutes les questions qui arrivaient par le flux en direct. On a la possibilité de se retrouver après dans un petit salon virtuel pour éventuellement poursuivre s'il y a d'autres personnes qui veulent solliciter, ou solliciter en direct les intervenants dont vous avez les cartes d'identité ici. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Et nous espérons que vous allez tous contribuer avec nous, professionnels, DRH, collaborateurs, à améliorer le succès de nos intégrations. Merci, bravo à nouveau à nos invités qui sont déjà très matures Merci. dans cette structuration de l'intégration des nouveaux collaborateurs. Les outils sont en train de mûrir pour certains, et d'autres sont déjà bien largement assumés, comme chez Lucas. Et vous êtes vraiment des super ambassadeurs, en tout cas, de l'onboarding et de ses bienfaits pour l'entreprise et pour les collaborateurs, dans la bienveillance et dans l'humain, avec un saupoudrage d'outils numériques. Merci en tout cas à vous tous. Et puis pour nos spectateurs, notre public, on va enchaîner sur la prochaine intervention qui portera sur l'ENEA Visu, un outil passionnant pour visualiser et cultiver les talents en entreprise. On dirait que c'est la prochaine étape lorsqu'on a franchi le seuil de l'entreprise. Merci. 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 Au revoir.